Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Peut-on défier la mort? Le 11 septembre 2001, un homme survit à l'effondrement de la tour Nord. Comment? J'ai cru que mon heure était venue. Un mystérieux coussin d'air lui a-t-il sauvé la vie? Au Texas, un homme est sectionné en deux dans un horrible accident. Contre toute attente, il survit. J'ignorais si j'avais toujours mes jambes ou non. A-t-il été sauvé par l'engin même qui a failli le tuer? Et au Zimbabwe, un guide touristique est attaqué par l'un des animaux les plus dangereux du monde. Je me suis demandé si j'allais d'abord mourir au bout de mon sang ou me noyer. Il survit à un combat extrême contre la mort. Comment? Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. L'armée. La guerre. Les hommes s'entretuent comme ils l'ont toujours fait. L'histoire de l'humanité est truffée d'événements tragiques qui ont coûté la vie à des millions de personnes. Pour en arriver où? Le 11 septembre 2001 restera dans les annales comme l'un des jours les plus sombres. Le jour où les États-Unis ont connu la terreur. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez alors? Comme des millions d'autres personnes, j'ai tout vu à la télé, abasourdi et terrorisé par la violence absolue de l'attaque et l'effondrement des 2 tours. 110 étages d'acier de béton en ruine en quelques secondes à peine. J'ai d'abord cru que personne n'avait pu survivre à ce massacre. J'avais tort. New York, le 11 septembre 2001. À 8h46 du matin, le vol 11 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. Dans les quelques minutes suivant l'impact, plusieurs personnes à l'intérieur ignorent ce qui vient de se passer. Dans son bureau de la tour nord, l'ingénieur de structure Pasquale Buzelli appelle sa femme pour savoir ce qui s'est passé. Reste calme. Allume le téléviseur et dis-moi ce qui se passe. Pasquale, un avion a foncé dans la tour. L'a-t-il percuté en bas de l'immeuble, au centre ou en haut? Elle m'a dit que l'avion avait foncé dans les étages supérieurs. Son bureau est au 64e étage, 30 étages sous la zone d'impact. Mais le soulagement est de courte durée. Quelques minutes plus tard, un deuxième avion percute la tour sud. Quand le deuxième avion a frappé la tour sud, on a tous compris que ce n'était pas un accident, mais un attentat terroriste. La fumée a commencé à envahir l'étage. C'était la confusion. Pasquale réunit ses collègues pour évacuer l'immeuble. On a emprunté le couloir jusqu'à l'escalier et on a commencé à descendre. Le temps presse et Pasquale et ses collègues ignorent ce qui les attend. Lentement mais sûrement, ils descendent une succession en apparence infinie de marches. Tout à coup, une violente secousse se fait sentir. Le contre-coup de l'effondrement de la tour sud. La secousse glace Pasquale et ses collègues de terreur. S'ils veulent survivre, ils doivent accélérer le pas. Si on avait pris un ascenseur au 24e étage, on aurait pu se tirer de là plus vite, mais on savait tous que ce n'était pas une option. Alors on a continué à pied.
En gagnant le 22e étage, Pasquale entend un grondement assourdissant et terrifiant. J'ai entendu un vrombissement qui venait de plus haut, comme si un train de marchandises filant à toute allure venait de dérailler au-dessus de nos têtes. La tour nord de 110 étages s'effondre au-dessus de leur tête. Ils sont piégés. Il n'y avait aucune issue, ni aucune porte. J'étais à mi-chemin dans l'escalier qui vacillait de gauche à droite. Pasquale fait un choix décisif. Instinctivement, j'ai plongé dans le coin du prochain palier. Je me suis recroquevillé en position fétale dans ce recoin. Je me suis dit que si quelque chose s'effondrait, je serais peut-être épargné. Pasquale se roule en boule, tandis que 500 000 tonnes d'acier et de béton s'écroulent sur lui. J'ai senti le palier où j'étais s'ouvrir en dessous de moi. Puis tout l'immeuble s'est effondré. À cet instant même, j'ai cru que mon heure était venue. J'ai prié pour une mort rapide. Puis je me suis retrouvé en chute libre. En 25 secondes, la tour nord du World Trade Center est réduite à néant. Personne n'a pu survivre à l'effondrement. Mais Pasquale Buselli échappe à son destin. J'ai fait une chute fulgurante, puis je me suis ouvert les yeux. J'ai cru que j'étais mort. Je me suis mis à tousser et à ressentir une douleur à la jambe. C'est là que j'ai compris que j'étais encore en vie. Juché sur une montagne de débris de 4 étages, Pasquale Buselli survit à l'effondrement et à une chute de 55 mètres, avec seulement un pied cassé. J'ai crié à l'aide. J'appelais ceux qui étaient avec moi avant la chute pour savoir s'ils étaient en vie. Des silhouettes se dessinent enfin dans les ruines enfumées. J'ai vu 2 pompiers escaladant les ruines. J'ai appelé à l'aide pour leur signaler ma présence dans les décombres. Les pompiers sont médusés. Ils n'arrivent pas à croire qu'on ait pu survivre à pareille catastrophe. Ils croient que Pasquale fait partie des secouristes. Je leur ai expliqué que j'étais dans l'immeuble. Alors l'un d'eux a tout de suite annoncé qu'ils avaient trouvé un survivant. Puis je leur ai dit que ça allait, mais que je devais appeler ma femme, qu'elle avait vu ça à la télé et qu'elle pensait sûrement que... J'ai donc appelé ma femme, Louise, pour la rassurer. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Je lui ai dit que tout allait bien et que je rentrerais bientôt à la maison. Près de 3000 personnes ont trouvé la mort ce 11 septembre. Pasquale est l'un des 20 survivants trouvés dans les décombres. J'ai fait une chute de 18 étages. C'est quand même incroyable. Je ne comprends toujours pas comment j'ai survécu. Comment Pasquale Buselli a-t-il survécu à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire, presque sans une égratignure? Est-ce un coup de chance? Ou y a-t-il une autre explication? Incroyable, n'est-ce pas? Seules quelques rares personnes ont survécu à ce terrible drame, et chacune d'elles est une miraculée. Mais l'histoire de Pasquale Buselli a de quoi fasciner. En plus de survivre à l'impact et à l'incendie qui s'en est suivi, il a survécu à une chute de 18 étages et à un demi-million de tonnes de débris qui s'est effondré au-dessus de lui, presque sans une égratignure. Comment est-ce possible? Le docteur Kerry Ressler est un spécialiste du comportement à la faculté de médecine de l'université Emory. Il croit que la réaction instinctive de peur de Pasquale lui a sauvé la vie. L'histoire de M. Buselli est un exemple typique du réflexe de peur. Le réflexe de peur est une réaction instinctive en situation de danger de mort. Il prend son origine dans une partie primitive du cerveau, l'amygdale,
L'amygdale est le siège de la peur chez les mammifères. Elle est très similaire chez la souris, l'homme et le singe et tout ce qu'il y a entre les deux. L'amygdale informe le reste du cerveau de ce qu'il doit faire pour se sortir du danger. L'activation de l'amygdale déclenche un ensemble de réflexes qui entraînent une réaction de fuite et de peur. Bref, un ensemble de mécanismes de l'instinct de survie qui ont sans doute permis la survie de notre espèce depuis des centaines de milliers d'années. Le docteur Ressler croit que c'est ce mécanisme qui a incité Pasquale à adopter la position fétale, quand la tour nord s'est effondrée sur lui. D'après son récit, il descendait l'escalier quand il a entendu un énorme grondement au-dessus de lui. Son corps a réagi avant même qu'il comprenne ce qui se passait. Il a eu une réaction motrice instinctive, a bondi sur le palier et s'est recroquevillé en position fétale. Cette réaction instinctive prend ses racines dans un mécanisme de défense primitif. Quand on se sent attaqué ou que quelque chose nous tombe dessus, on adopte instinctivement la position fétale pour protéger ses organes vitaux en recourbant la colonne avant même d'y penser. C'est cet instinct de survie primitif qui lui a sauvé la vie. Le fait de se rouler en boule comme un animal a-t-il protégé Pasquale des débris effondrés? A-t-il été sauvé par un réflexe acquis par les humains au fil de millions d'années d'évolution? Voilà des pistes intéressantes. Mais une question fondamentale demeure. Pourquoi n'a-t-il pas été écrasé par les milliers de tonnes de débris? Il s'est accroupi au cœur de l'immeuble et a prié le bon Dieu. Contre toute attente, un homme survit à l'effondrement du World Trade Center le 11 septembre 2001. Un expert croit qu'il a été sauvé par une réaction instinctive de peur. Mais 500 000 tonnes de béton et d'acier se sont tout de même effondrées sur lui. Pourquoi n'a-t-il pas été écrasé? L'ingénieur de structure Charles Thornton a travaillé sur certains des plus hauts immeubles du monde. Il est persuadé que c'est grâce à la structure même des tours jumelles que Pasquale a eu la vie sauve. La partie inférieure de chaque tour se composait de 48 piliers d'acier massifs, formant le squelette de l'immeuble. 80% du poids de l'immeuble était supporté par ces énormes piliers, agissant comme des colonnes de soutien. Charles Thornton croit que lors de l'effondrement, les piliers sont tombés de manière à former une cage d'acier autour de l'escalier. Il s'est retrouvé dans l'endroit à peu près le plus sécuritaire, puisque les colonnes sont restées droites et ont formé une voûte ou une espèce de tipi au-dessus de lui, sur lequel les débris des étages supérieurs ont glissé vers l'extérieur de l'immeuble. Si ces piliers ont sauvé la vie de Pasquale, pourquoi pas celle des autres? Thornton croit avoir une explication. Selon lui, Pasquale s'est instinctivement réfugié dans l'endroit le plus sûr, le coin du palier. Il savait par expérience que l'immeuble avait des piliers très rigides. Il s'est accroupi au cœur de l'immeuble et a prié le bon Dieu. Contrairement à ses collègues, Pasquale a été protégé par les gigantesques piliers centraux. Il a eu une chance inouïe. Pasquale aurait donc été protégé du danger qui le guettait au-dessus. Mais comment a-t-il survécu à une chute de 55 mètres avec seulement un pied cassé? Plusieurs facteurs ont concouru à la survie de cet homme. J.J. McRow est coordonnateur de cascade à Vancouver. Il croit savoir comment Pasquale a survécu à sa chute de 18 étages. La chute est une forme comme une autre d'écrasement. Et le meilleur moyen d'y survivre, selon lui? Ralentir la chute. La décélération est un principe simple permettant de survivre à une importante chute. Comment Pasquale a-t-il pu ralentir au point d'avoir la vie sauve? Les couches d'air comprises entre les étages inférieurs pourraient être la clé. Les images de l'effondrement montrent qu'il y a eu circulation d'air entre les étages. Je crois que ces couches d'air ont agi comme un coussin entre chaque étage, absorbant de plus en plus le choc d'un étage à l'autre. Pour tester sa théorie, J.J. a construit une maquette simulant les étages au-dessous de Pasquale. Il démontrera son hypothèse en utilisant cette structure pour absorber une chute de 3 mètres. Je vais donc me laisser tomber d'une hauteur d'environ 3 mètres et atterrir à plat sur le dos sur cette pile surmontée d'un contreplaqué.
qui s'effondrera sous le poids de l'impact, tout ça sans la moindre égratignure. Les couches d'air expulsées lors de l'effondrement sont représentées par les billes de mousse. JJ s'en tire sans une égratignure. Il est persuadé que c'est le même phénomène qui a sauvé Pasquale Buselli le 11 septembre 2001. Vous voyez? Sa chute a été freinée jusqu'à une force gravitationnelle qui lui a permis d'avoir la vie sauve. Pasquale Buselli a survécu à une catastrophe de la pire espèce, presque sans une égratignure. A-t-il été sauvé par un réflexe primitif? Ou a-t-il littéralement surfé sur un coussin d'air? Bizarre ou quoi? Le corps humain est une étonnante machine. Il peut endurer les pires supplices. Une balle à bout portant. Des coups de couteau. Et même une bastonnade. Étonnant, n'est-ce pas? Mais j'en conviens, on n'est pas tous comme lui. Superman n'existe pas vraiment, n'est-ce pas? Faux. Le 26 juin 2006, Truman Duncan travaille comme agent de manœuvre à Cleburne, au Texas. Son travail consiste à accrocher les énormes wagons. C'est très dangereux. Comme vous pouvez le constater, les wagons sont très imposants. Quand on travaille avec des engins pareils, on met chaque jour sa vie en péril. Truman a accroché des milliers de wagons en 10 ans de carrière. Mais aujourd'hui, sa routine est sur le point d'être bouleversée. J'étais sur un wagon en mouvement sur le rail que je devais attacher à un autre convoi. Bref, j'étais sur le bord du wagon et j'ai perdu l'équilibre. Heureusement, Truman atterrit sur ses pieds, indemne. Mais son pire cauchemar devient vite réalité. Le wagon de 20 tonnes fonce droit sur lui et il est incapable de le stopper. Je me suis mis à courir à reculons et j'ai sauté. Mais je n'y ai pas échappé. Truman glisse sous la roue du wagon. Le wagon lui roule dessus, juste sous la taille, et entraîne le bas de son corps dans le mécanisme de freinage. Il m'a passé sur le haut du corps si bien que mon torse s'est surélevé et que j'ai pu m'accrocher au bord du wagon. Dans un accident foudroyant, le train sectionne partiellement le bas du corps de Truman. Le wagon s'est arrêté en frappant le convoi. Je me suis mis à crier en implorant Dieu. J'ai d'abord paniqué, puis, quand le wagon s'est arrêté, j'ai essayé d'oublier ce qui venait de se passer. La scène est digne d'un film d'horreur. Truman a été traîné sur plus de 22 mètres et est coincé sous le wagon. Le bas de son corps s'est brutalement coincé dans le mécanisme de freinage. Malgré la douleur insoutenable, Truman reprend ses esprits. Pendant que j'étais étendu là, par terre, j'ai pensé à mon téléphone cellulaire. Truman compose le 911. La répartitrice n'en croit pas ses oreilles. La répartitrice envoie des secours sur le champ. Agonisant de douleur, Truman trouve la force de faire un autre appel. À sa famille. Je me suis accroché à mes enfants. C'est grâce à eux si j'ai tenu le coup. 10 minutes se sont écoulées depuis que Truman a été renversé par le wagon. Son corps est déchiqueté. Il craint de mourir s'il perd connaissance. Il réussit à trouver le moyen de rester éveillé. Il y avait une barre en U, juste au-dessus de moi. Je m'y suis accroché pour me soulever du sol et j'ai crié de toutes mes forces. Mais l'agonie est loin d'être finie. Malgré des blessures qui auraient dû être fatales, Truman Duncan défie la logique médicale et survit encore 45 minutes.
jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Je n'avais qu'un mot en tête quand les ambulanciers sont arrivés. Morphine. Donnez-moi quelque chose pour apaiser la douleur. Même pour les ambulanciers, la scène dépasse l'entendement. Non seulement Truman est-il en vie, il est conscient et capable de parler. Il n'y a pas une minute à perdre. Truman est héliporté à l'hôpital. L'urgentologue David Smith est sur un pied d'alerte. Ils m'ont dit qu'un wagon lui était passé dessus. Je m'attendais à constater son décès à son arrivée. Mais Truman Duncan est toujours vivant. Mais à peine. Il a perdu plus de la moitié de son sang, du jamais vu, même pour un vétéran comme le Dr. Smith. Il a été sectionné en deux. Dans toute ma pratique en traumatologie, je n'ai jamais vu personne survivre à des blessures aussi atroces. Le bassin de Truman est fracassé. Sa jambe gauche ne tient que par un lambeau de peau. Et il a perdu sa jambe droite. Une partie de sa paroi abdominale ne comportait plus qu'une couche de tissu entre l'intérieur et l'extérieur, retenant ses entrailles si vous préférez. Truman est opéré d'urgence. Personne ne sait s'il survivra. La première intervention consistait à retirer les tissus endommagés, y compris les fragments d'os qui s'y rattachaient. Ces deux côtés devraient être symétriques. C'est dire à quel point on a dû retirer de l'os de ce côté. Dans les 6 semaines suivantes, il subit 22 autres chirurgies. Les médecins de Truman croient que son rétablissement tient littéralement du miracle. Ceux qui présentent de telles blessures ne tiennent généralement pas le coup jusqu'à l'urgence. Ils meurent sur place. J'ai eu de la chance. Je suis toujours en vie. J'adore mes trains. Mais ils passent leur temps à dérailler. Heureusement, ils ne font pas de blessés. Tout ça n'est qu'un jeu. Oui, mais... Comment un type qui s'est retrouvé coincé sous un wagon de 20 tonnes, littéralement coupé en deux, et qui a perdu la moitié de son sang, a-t-il pu appeler le 911 et sa famille? Comment est-ce possible? Le docteur David Smith a une explication en béton. Il croit que Truman a eu la vie sauve grâce à ce qui a bien failli le tuer, le wagon. Quand une personne subit un grave traumatisme corporel, la perte sanguine est souvent le plus grand danger. Truman a perdu environ la moitié de son volume sanguin. Ça aurait dû être fatal. Pourquoi n'est-il pas mort au bout de son sang? D'après le Dr. Smith, c'est grâce à la pression exercée par les roues du wagon. Il a littéralement été entraîné dans le mécanisme, qui a exercé une forte pression sur lui. Le wagon a agi comme 5 ambulanciers appliquant une pression directe sur sa blessure. Sans cet improbable garrot, le Dr. Smith croit que Truman aurait succombé à ses blessures. S'il n'avait pas été coincé là, il serait assurément mort au bout de son sang en peu de temps. Truman a-t-il eu la vie sauve grâce au wagon qu'il a coupé en deux? Ou y a-t-il une autre explication? Si sa pression sanguine devient trop basse, il risque de mourir. Un homme est coupé en deux dans un horrible accident de train. Sa survie miraculeuse défie la logique médicale. Le train a-t-il agi comme un énorme garrot pour lui permettre d'échapper à la mort? Le docteur Peter Obermark enseigne les services paramédicaux à l'Université de Cincinnati. Quand j'ai lu sur la survie de Truman Duncan, je me suis empressé de partager l'histoire avec mes amis et collègues des services paramédicaux. Il croit que la vie de Truman a été sauvée grâce à ce que les ambulanciers n'ont pas fait, c'est-à-dire remplacer le sang perdu par des solutions intraveineuses. Si les ambulanciers avaient tenté de le sauver en pratiquant une intervention de réanimation classique consistant à lui injecter des fluides pour rétablir sa pression sanguine, il serait sans doute mort. L'injection d'une trop grande quantité de fluide aurait pu perturber le mécanisme de coagulation servant à stopper l'hémorragie.
Le fluide aurait pu dissoudre un caillou, refermant la plaie ou empêcher le sang de coaguler. Au lieu de juguler l'hémorragie, cela n'aurait fait que l'empirer. Truman Duncan a été traité avec une nouvelle approche dite d'hypotension permissive, qui consiste à maintenir le patient en hypotension jusqu'à ce qu'il soit opéré. L'objectif est de maintenir la pression sanguine juste assez haute pour que le cerveau, le cœur et les poumons continuent de recevoir un apport suffisant en oxygène, sans que la pression nuise à la coagulation des plaies. Mais cette approche n'est pas sans risque. On doit suivre de près l'état mental du patient et ses signes vitaux, car si sa pression sanguine devient trop basse, il risque de mourir. Malgré tout, on croit que cette technique pourrait améliorer les chances de survie. Les médecins, les infirmières et les services médicaux d'urgence ne s'entendent toujours pas sur la mise en pratique de cette approche. La vie de Truman a-t-elle été sauvée grâce à l'hypotension permissive? L'aventurier et chirurgien Kenneth Kamler croit que la médecine n'y est pour rien. J'ai soigné des victimes d'accidents à la montagne et dans la jungle qui auraient dû succomber à leurs blessures. Des cas qui n'ont aucune explication médicale. Le docteur Kamler est persuadé que certaines personnes peuvent survivre à de graves traumatismes physiques seulement par la pensée. Un phénomène que les scientifiques appellent la volonté de vivre. C'est un mécanisme de survie simple que l'on a en nous, mais qui se déclenche seulement en situation extrême. La plupart des gens vivent toute leur vie sans même savoir qu'ils ont cette capacité, car ils ne l'ont jamais mise à profit. Le docteur Kamler croit également que cet étonnant mécanisme de survie est souvent déclenché par le dévouement à une plus grande cause. J'ai remarqué que les survivants d'accidents graves avaient tous le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. L'appartenance à une religion, le patriotisme, le sens du devoir envers la famille. Et c'est selon moi ce qui a permis à Truman de survivre. Truman a-t-il été sauvé par sa volonté? Pour le docteur Kamler, la volonté de vivre est bien réelle et découle d'un mécanisme biologique qui a son origine dans la circonvolution du corps calleux. Lorsqu'il se charge d'électricité, ce mécanisme apparaît en rouge sur le tomodensitogramme. Le docteur Kamler croit que la libération de ces impulsions électriques commande au cerveau de mobiliser des ressources pour la survie. Il s'est demandé ce qu'il devait faire pour survivre. Et c'est ainsi qu'il a trouvé la force de composer le 9-1 et de tenir bon. Pour le docteur Kamler, c'est une démonstration remarquable de la force de l'esprit. En sommes-nous tous dotés? Malheureusement, non. Certains l'ont, d'autres pas. Et c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Truman Duncan a-t-il survécu grâce à une volonté de faire? Doit-il la vie à une technique de premier soin controversée? Ou les gigantesques roues du wagon ont-elles agi comme un garrot d'acier? Bizarre ou quoi? Un guide de safari du Zimbabwe est sauvagement attaqué par un des animaux les plus dangereux du monde. Ce monstre fonçait droit sur moi. J'ai passé beaucoup de temps en Afrique, à la chasse au gros gibier. Mais ce n'est pas pour les mauviettes. Oh non, 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 non. Ça prend des nerfs d'acier. Il faut connaître sa proie, comme on se connaît soi-même, savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Une seule erreur peut être fatale. On n'a qu'une chance. La voilà. Touché. Je hais les insectes. Le 9 mars 1996,
Un groupe de touristes s'aventure sur le fleuve Zambèze, au Zimbabwe. Paul Templer guide le safari, en compagnie de son ami Evans Namazango. Le paysage était absolument magnifique. On se laissait porter par le courant sur un petit canal longeant la jungle et on pouvait voir la brume s'élever au-dessus des chutes Victoria devant nous. Au détour d'un méandre, ils aperçoivent un troupeau d'hippopotames. Ils prenaient un bain de soleil et se prélassaient en eau peu profonde. Je me suis mis à parler des hippopotames à mes clients. Je ne leur ai pas dit qu'ils faisaient chaque année en Afrique plus de victimes que tout autre animal. Paul sait par expérience qu'il faut rester à distance de ces énormes bêtes. Il faut se méfier tout particulièrement des hippopotames, car en plus d'être énormes, un mâle adulte peut faire 4,5 mètres de long, 1,5 mètre de haut et peser des tonnes. Ils sont extrêmement puissants. Il vaut mieux éviter de se faire mordre. Avec le temps, j'ai appris à lire les cours d'eau et je sais qu'en restant en eau peu profonde, on ne court habituellement aucun risque si on ne s'approche pas. Alors qu'il se croit en sécurité, Paul entend quelque chose derrière lui. Je me suis retourné juste à temps pour voir le canot s'envoler et Evans être catapulté hors du canot. Quelque chose les attaque et a renversé l'autre canot. Faisant fi de sa propre sécurité, Paul s'élance pour aider son ami. Je me suis approché pour lui tendre la main. Mais l'horreur ne fait que commencer. J'y étais presque quand l'hippopotame a surgi entre nous. Paul et Evans sont attaqués par un énorme mâle en colère. Ce monstre fonçait droit sur moi. Il avait la gueule grande ouverte et a piqué droit sur moi avant de m'attaquer. J'ai senti ses défenses s'enfoncer dans mon torse, tandis qu'il m'entraînait sous l'eau. J'ai essayé de me défendre, mais il n'y avait rien à faire. À un certain moment, il m'a projeté dans les airs et j'ai fait une étonnante culbute avant qu'il me rattrape avec sa gueule. Sentant que Paul faiblit, l'hippopotame se prépare à l'achever en noyant sa proie. Quand il m'a entraîné au fond, je me souviens d'avoir regardé en l'air. J'étais littéralement empalé sur ses défenses qui me transperçaient le corps. Je me suis demandé si j'allais d'abord mourir au bout de mon sang ou me noyer. Ni l'un ni l'autre. Étonnamment, l'hippopotame lâche prise. Paul dérive en surface jusqu'à ce qu'un autre guide le secoure. J'étais étendu là, tentant de ne pas céder à la panique. J'avais tout le corps terrassé de douleur. C'est alors qu'il pense à son collègue. J'ai regardé autour, mais aucune trace d'Evans. J'ai demandé à Mac où il était et il m'a dit que c'était fini pour lui. Evans meurt. Et sans aide médicale, Paul le rejoindra bientôt. Par un incroyable coup de chance, une équipe médicale est en formation sur le terrain, tout près. J'ai fait l'erreur de me regarder. J'étais mutilé. Il m'avait embroché comme un kebab. J'étais troué comme une passoire. Paul n'est pas au bout de ses peines. Il doit survivre à un trajet de 400 km de 6 heures sur des routes accidentées jusqu'à l'hôpital. Après un voyage épuisant, Paul arrive enfin. Il est toujours en vie, mais les médecins ignorent s'ils pourront le sauver. Je les entendais dire que mon bras tenait à peine, que mon pied était affreusement mutilé et que j'allais certainement perdre un membre ou deux. Paul subit une intervention de 7 heures où on lui ampute un bras et tente de rapiécer ce qui reste de lui. J'avais 38 morsures sur le corps. J'avais un pied complètement broyé que l'hippopotame a essayé de transpercer avec une défense. J'ai aussi eu un poumon perforé et quelques côtes cassées. J'avais des morsures au visage et sur la colonne. J'ai sérieusement failli y passer. Paul aurait dû succomber à ses blessures. L'intervention majeure qu'il a subie n'est que la première étape d'un long rétablissement. Je dis souvent, à la blague, que c'était une mauvaise journée au bureau. Je ne vois plus la vie comme avant. Je suis beaucoup plus reconnaissant
et je profite de la vie au quotidien. Paul Templer aurait dû mourir. Dans une incroyable lutte sous-marine, il a résisté à un prédateur sans pitié qui l'a sauvagement mutilé. Comment? Le major général Ivan Fenton, officier retraité de l'armée canadienne, croit le savoir. Je suis persuadé que l'expérience militaire de Paul l'a aidé à surmonter cette horrible attaque physiquement et psychologiquement. Paul Templer a été artilleur dans l'armée britannique à la fin des années 1980. Le général Fenton croit que cela lui a permis de garder son calme. On voit souvent les militaires comme des machos ou des durs à cuire, mais ils ont aussi une force mentale presque spirituelle, la volonté et la détermination de surmonter des épreuves terribles, de vaincre la peur pour continuer à faire leur travail même en situation extrême. Paul ne s'est pas contenté de garder son calme. Il a répliqué. Comment? La formation militaire permet de prendre des décisions même en situation de stress intense. Il s'est demandé si cet animal avait un point faible, a déduit que c'était son museau, l'a localisé et a frappé de toutes ses forces. Le général croit qu'un autre facteur a joué un rôle clé. La compassion de Paul, qu'il a apprise aux côtés de ses frères d'armes. Quand on arrive à se concentrer un tant soit peu sur le bien-être de quelqu'un d'autre, on arrive à oublier partiellement le malheur qui nous frappe. Au lieu de se demander s'il allait mourir, il s'est demandé où était Evans et si ses clients étaient en sécurité. L'entraînement militaire de Paul Templer lui a-t-il permis d'échapper à un hippopotame de 3 tonnes? Ses blessures n'étaient pas fatales dès le départ. Un homme survit de justesse à l'attaque d'un hippopotame de 3 tonnes. Son entraînement militaire y est-il pour quelque chose? Pas selon l'avis de l'urgentologue Chris Martin. Paul Templer est encore vivant parce que ses blessures n'étaient pas fatales. La mâchoire d'un hippopotame peut exercer une pression de 816 kg par mètre carré, soit 2 fois plus qu'un lion et 7 fois plus qu'un humain. Ces deux défenses inférieures font 50 cm de long et sont affûtées comme des lames. Elles ont littéralement lacéré le corps de Paul. Il était très mal en point. Il avait le cuir chevelu mutilé et le bras droit écorché. Vous imaginez un bras sans la peau? Il avait la poitrine perforée. On pouvait voir son poumon par un trou. Des blessures de cette gravité auraient dû être fatales. Pourquoi ne l'ont-elles pas été? La plupart des gens qui survivent à des blessures auxquelles ils auraient dû succomber ont simplement eu de la chance. Il aurait suffi qu'une artère ou le cœur soit touché ou qu'un poumon soit plus gravement endommagé et il serait mort. Pourquoi les organes vitaux de Paul n'ont-ils pas été touchés? Le docteur Martin croit que sa chance tient à la forme des énormes défenses de l'hippopotame. Au lieu de s'enfoncer profondément et de toucher une artère, de perforer gravement un poumon ou de toucher le cœur, les défenses se sont recourbées dans sa poitrine et ont limité les dommages internes. Paul a une autre blessure potentiellement mortelle, une artère sectionnée sous le bras. Mais le docteur Martin soutient qu'elle n'était pas fatale, vu l'angle avec lequel la défense s'est enfoncée dans son corps. Si la coupure n'avait pas été aussi franche et que le saignement ne s'était pas arrêté presque sur le champ, il serait mort au bout de son sang dans le Zambèze. Paul Templer a-t-il eu la vie sauve parce que les défenses l'ont coupé net, comme un scalpel? Incroyable. Ce qui est arrivé à Paul est horrible. Mais il a survécu, non? Ce qui m'étonne, c'est qu'on est peut-être sur le point de réaliser une étonnante percée médicale grâce à lui. Ces défenses d'hippopotame pourraient révolutionner le monde de la chirurgie. Imaginez les économies d'équipement. Voyons voir. Voici un corps humain, du moins un melon d'eau représentant le corps humain. Si c'est vrai, cette défense devrait me permettre de faire une entaille d'une précision chirurgicale. Mieux encore qu'avec un scalpel. Bon. Elle est peut-être émoussée. Essayons-en une autre. Toujours rien. Essayons encore. Et c'est censé être un moyen de défense. Paul Templer a survécu aux blessures potentiellement mortelles infligées par l'hippopotame. Mais comment a-t-il évité la noyade? Paul a instinctivement retenu son souffle pendant qu'il était sous l'eau. Paul Midgley
entraîneur-chef de natation de l'Université Western Ontario, croit que le passé de Paul Templer lui a permis d'éviter la noyade de justesse. Paul Templer a déjà été un nageur confirmé. Midgley croit que son expérience lui a conféré un énorme avantage. Les nageurs passent plus de 20 heures par semaine dans l'eau. Ils sont par conséquent très à l'aise dans l'eau. C'est ce qui a permis à Paul de garder son calme pendant l'agression. Midgley croit que l'entraînement en natation de Paul lui a donné un avantage clé, la capacité de synchroniser sa respiration. Paul a instinctivement retenu son souffle pendant qu'il était sous l'eau et a profité des brefs moments en surface pour remplir ses poumons d'air en prévision de la prochaine submersion. Mais Paul est resté sous l'eau pendant près de 4 minutes. L'expérience de Paul en compétition lui a permis de consommer moins d'oxygène qu'une personne non entraînée pendant qu'il combattait l'hippopotame. Sa formation en natation a-t-elle donné à Paul l'avantage nécessaire pour survivre à cet hippopotame? Pour valider son hypothèse, l'entraîneur a préparé un test. Un nageur olympique se mesurera à un sujet témoin non entraîné. Ils devront faire le plus de longueur possible sous l'eau. Le but? Savoir si une formation aquatique peut améliorer la capacité de rester sous l'eau et à quel point. Ready. Go! Le nageur olympique prend immédiatement les devants. Vous voyez à quel point Joe est efficace? Le sujet témoin se retrouve rapidement en difficulté. Il est déjà épuisé après une seule longueur. Le sujet témoin tire de plus en plus de l'arrière et finit par abandonner. Je croyais tenir le coup, mais mes poumons n'en peuvent plus. Joe a encore un bon rythme. Il pourrait faire ça toute la journée. Le résultat est clair. Le nageur olympique peut rester sous l'eau beaucoup plus longtemps. Voilà qui prouve ma théorie. Un nageur professionnel peut décidément mieux supporter l'hypoxie et est nettement plus à l'aise dans l'eau qu'un non-nageur. Le passé de nageur de Paul a-t-il été la clé de sa survie en cet après-midi de mars? Lui a-t-elle donné des poumons à toute épreuve, même des hippopotames? On ne le saura peut-être jamais. Étrange, non? Et voilà. D'étonnantes histoires de survie de partout dans le monde. Pasquale Buselli a survécu à l'effondrement du World Trade Center presque sans une égratignure. Un coup de chance ou une prouesse architecturale? Un homme est coupé en deux par un train et survit. La volonté de vivre lui a-t-elle permis de surmonter l'horreur? Et un guide de safari survit à l'attaque vicieuse d'un hippopotame. Son passé a-t-il fait de lui l'homme invincible? Peut-on échapper à la mort? Ces histoires de survie ne sont-elles qu'un coup de chance? À vous de voir. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.